Voilà, donc le but de cette présentation, donc, c'est de présenter un protocole donc, pour l'infirmière du tri en salle d'urgence. Alors c'est une première présentation, il s'agit donc d'une proposition, il y a plusieurs points qu'on peut discuter, bien évidemment, avant de mettre en place le protocole définitif. Alors, la première chose, donc, quand on accueille le patient, donc c'est de l'évaluer, l'installer, l'informer et ensuite donc rechercher les contre-indications au protocole mis en place. Alors l'évaluation, donc ça passe par l'écoute, leur reformuler ce que le patient a dit, là ça rassure le patient parce qu'il se rend compte qu'on a bien compris et nous ça nous permet effectivement de voir si on a bien compris ce qu'il a voulu dire. Donc, questionner le patient sur sa douleur et alors au tri bien évidemment ça comporte la mesure des principaux paramètres, donc l'évaluation de la douleur, la tension, le pouls, la saturation, fréquence respiratoire, température et alors déjà à ce stade donc on peut observer s'il y a une lésion orthopédique évidente à prendre en charge. Donc écoutez, ensuite donc installer. Donc il faut c'est important d'avoir une position qui soit antalgique pour le patient et qui soit la position de confort du patient. Bien entendu, dans la mesure où cette position permet de mobiliser le patient et où elle ne risque pas d'être plus délétère par une compression vasculaire ou nerveuse. Alors en dernier stade de l'accueil, c'est informer le patient sur l'itinéraire qui va suivre, la durée d'attente estimée et les possibilités d'antalgie qu'on peut mettre en place. Alors pour l'antalgie, toujours débuter et penser aux mesures non pharmacologiques. Donc une immobilisation correcte, comme j'ai dit, dans la mesure du possible, respecter la position spontanée du patient, si elle permet sa mobilisation et si elle n'est pas délétère au niveau, par exemple, vasculo-nerveux ou respiratoire. Donc la cryothérapie, qui a une action anti-inflammatoire, une action de vasoconstriction, donc de diminution du gonflement des œdèmes, et elle a un effet aussi direct sur la vitesse de conduction des fibres nerveuses. Donc on a ici en salle de suture un dispositif, des possibilités d'appliquer la cryothérapie. C'est vrai que moi personnellement j'y pense pas toujours, c'est vrai que je pense qu'on pourrait l'utiliser plus souvent. Et alors je ne vais pas revenir sur la communication thérapeutique puisqu'il y a eu plusieurs staffs je pense là-dessus, mais ne jamais éviter d'utiliser le terme essayer parce que ça sous-entend qu'on pourrait ne pas y arriver, éviter les négations, éviter les mots comme mal, piqûre, etc. Donc des mots qui ont une connotation négative. Donc remplacer je vais essayer de ne pas vous faire mal par je vais vous soulager, c'est nettement mieux. Alors une fois qu'on a fait tout ça, rechercher les contre-indications à l'utilisation du protocole, c'est-à-dire une allergie aux médicaments envisagés. Si on a affaire à un patient qui est toxicomane, qui abuse de médicaments ou d'alcool, il faudra un avis médical préalable. Le paracétamol, petit rappel, contre-indication, la maladie hépatique, prise d'1 gramme dans l'heure ou de 4 grammes dans les 24 heures. Les anti-inflammatoires ont pas mal de contre-indications. Et alors, les morphiniques, c'est bien évidemment le patient somnolent, insuffisance cardio-circulatoire ou respiratoire, ou un patient déjà sous morphinique. Là aussi, il faudra un avis médical préalable au protocole. Alors, on va aller maintenant sur le protocole en lui-même. Donc voilà, moi je vais vous parler du protocole. Donc lorsqu'il y a un patient qui se présente aux urgences, on fait une évaluation de la douleur. Si l'évaluation de la douleur est inférieure à 5, on peut lui proposer du paracétamol à 1 gramme s'il pèse 50 kg, 500 mg en dessous de 50 kg.
accompagné ou pas accompagné d'un ANS. Ici, c'est l'ibuprofène 400, l'ibuprofène 600 qu'on a. On réévalue la douleur du patient en 45 minutes. Si la douleur est inférieure ou égale à 3, on stoppe l'antalgie. Et si la douleur est supérieure à 3, on propose soit un morphinique Perros ou en IV ou du sulfatin intranasal. Les touches pas, oui. Oui, juste. Enfin, ça, voilà, ça c'est un point qu'on peut un petit peu discuter. Oui. Est-ce qu'on préfère utiliser le sulfatin intranasal ou la morphine Perros? Apparemment, le sulfatin intranasal aurait plus agit plus rapidement, mais avec plus d'effets secondaires. Et les doses, donc on a elles sont dans la phare d'ici, donc c'est 1,5 à 2 microgrammes par kilo. En plus, on peut avancer. Oui. Alors, si la douleur est supérieure ou égale à 5, on peut proposer un paracétamol à 1 g ou 500 mg, de la morphine Perros, de la morphine titrée, ou donc la morphine Perros, donc on pense, on propose au-dessus de 75 ans, en dessous de 75 ans, pardon, 10 mg, et au-dessus de 75 ans, on est plus prudent, on propose 5 mg. Alors la morphine IV, bon, c'est la morphine titrée à 2 mg toutes les 5 minutes avec un maximum de 10 mg. Et la sulfatin intranasal, donc c'est le dosage qui est dans notre cahier, enfin dans notre... Alors moi j'aime bien cette guia-là, donc c'est pour la morphine titrée, c'est de l'importance de respecter les intervalles de 5 minutes. Donc la ligne verte au milieu horizontal, donc c'est le seuil antalgique, et la ligne rouge plus haut, donc au-dessus on est en surdosage. Et donc ça montre bien que si les intervalles sont inférieurs à 5 minutes, on arrive très rapidement dans la zone de surdosage. Si les intervalles sont corrects, on arrive pile dans la zone entre le soulagement et le surdosage. Et si les intervalles sont trop longs, là on va mettre beaucoup plus de temps à arriver à la ligne pour avoir un effet antalgique. Donc moi ce que je proposerais, c'est soit de dire au patient de regarder sa montre et de rappeler ou de faire signe toutes les 5 minutes, soit alors, tout le monde a un GSM sur soi, de mettre le minuteur à 5 minutes et de réinterroger le patient après 5 minutes. Mais donc c'est vraiment... je pense que parfois les 5 minutes, après 2 minutes, on a l'impression qu'il y a 5 minutes, et parfois après 10 minutes, on croit qu'on est à 5 minutes. Donc c'est vraiment important de mesurer ces intervalles de temps de manière objective pour la titration intraveineuse. Alors concernant la surveillance morphinique, on s'est basé sur le score de Ramsey. Donc c'est une échelle qui permet... c'est un indicateur de la profondeur de la sédation, c'est la personne. Il y a 6 items. Donc, le premier item, c'est le malade est anxieux, agité. Le deuxième item, le malade coopérant, orienté, calme. Le 3, malade répond aux ordres. Le 4, malade endormi, avec une réponse nette à la stimulation de la glabelle ou un bruit intense. 5e item, c'est le malade étant endormi, répondant faiblement stimulé. Et le 6e, pas de réponse. Alors, on considère entre 2 et 3, c'est une légère sédation. 4, 5, c'est une sédation profonde. Et le 6, c'est vraiment un surdosage. Donc, important, lorsqu'on injecte de la morphine, de mettre un saturomètre, de surveiller les pulsations et la tension. Jusqu'à 30 minutes après le dernier bolus. Et un transfert, donc 2 heures après le dernier bolus aussi. Alors, les cas particuliers dans la douleur... donc les lésions orthopédiques mineures, entorse, contusion, pas d'opioïdes. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois on voit des patients qui arrivent avec une entorse de cheville et on leur demande l'échelle de la douleur. Oh, j'ai 9, j'ai 10. Évidemment, si on se réfère à notre échelle, on vous dit, ben voilà, il a droit de la morphine, mais je crois que même avec un petit Dafalgan, ça passe donc pas directement d'opioïdes. Dans les coliques néphrétiques, on pense plutôt au kétorolac, c'est-à-dire au taradil, 30 mg IV, bien réévaluer la douleur après 45 minutes. Et si la douleur est encore supérieure à 3 après, on peut passer à la morphine ou au sulf intranasal.
Et les céphalées, éviter aussi les opioïdes, surtout si la douleur est chronique, pour éviter une accoutumance. Voilà concernant le protocole de douleur chez les adultes. Donc en résumé, douleur inférieure à 5, paracétamol anti-inflammatoire, réévaluer dans les 30 à 45 minutes. Si la douleur inférieure à 3, stop. Si la douleur est supérieure à 3, morphine féroce, une réévaluation dans les 30 à 45 minutes. Et si la douleur est supérieure à 5, là c'est un avis médical. Lorsque la douleur est supérieure à 5 ou égale à 5, paracétamol, anti-inflammatoire ou morphine féroce. Si perfusion, les bolus de morphine, une réévaluation dans les 30 à 45 minutes. Et si la douleur est toujours persistante ou supérieure à 5, un avis médical. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'évaluation de la douleur chez les adultes ou on continue chez l'enfant. On continue chez l'enfant et puis on fait, je sais pas. On va peut-être Continuer. Ouais. Allez, vas-y. Donc voilà, donc maintenant on va aborder la douleur chez l'enfant. Donc les particularités de la douleur en pédiatrie, on peut la voir sur l'expression de la douleur et après la perception et compréhension variable en fonction de l'âge. Donc l'expression de la douleur, une manifestation corporelle physiologique est observable. Donc il va tenir son membre, il va éviter de le bouger. Il existe aussi un tableau d'atonie, inertie psychomotrice, qui est basé, elle, sur 3 critères. Je suis vite allée voir, mais c'est plus... En fait, c'est un comportement de la douleur prolongé, surtout chez les enfants de moins de 8 ans. Les fameux 3 critères, c'est disparition des expressions émotionnelles, des intérêts par le monde extérieur et une lenteur des mouvements et une diminution de la motricité. Bon, je ne pense pas chez nous que, vu que c'est sur le long terme qu'on pourra vraiment évaluer ça, sauf si maintenant le trauma est depuis plusieurs jours et qu'on peut constater ces différents critères. Ensuite, donc perception et compréhension variable en fonction de l'âge. On se doute bien qu'un enfant d'1 an, il ne sait pas non plus s'exprimer, même on peut voir déjà à 2 ans. Donc jusqu'à 1 an, ils n'ont pas leur contrôle descendant d'inhibiteur au niveau de la douleur est immature. Donc ils reçoivent l'information plus lentement. Donc ce sera plutôt une hétéro-évaluation. De 1 à 3 ans, ils commencent à localiser la douleur. De 3 à 6, développement du langage, et donc ils savent attribuer la douleur à des causes extérieures. Et de 6 à 12 ans, ils font le lien entre la douleur et la cause. Je vais parler après des échelles. Ah oui, pardon. Non, c'est rien. Donc au niveau de l'accueil, on fait la même chose. On évalue en fonction des différentes échelles que je vais voir juste après. On installe l'enfant, on informe, on explique tout. Sans mentir et en incluant aussi les parents et recherche de contre-indications. Donc voilà, l'évaluation de la douleur, donc, comme je disais, de 0 à 7 ans, c'est surtout une hétéro-évaluation. Donc la première échelle, c'est Evendel, qui elle est basée sur 5 items. L'expression vocale ou verbale, donc ça va de 0 à 3 en fonction de s'il pleure, il crie, il gémit ou il ne bouge pas, mais voilà, il pleure. Donc l'expression vocale ou verbale. Ensuite, il y a les mimiques, s'il a le front plissé, les sourcils froncés et la bouche crispée. Le 3e item, c'est le mouvement, s'il s'agit, s'il se raidit ou s'il se crispe. Le 4e, la position, une attitude inhabituelle, antalgique, s'il se protège, s'il reste immobile. Le 4e, la relation avec l'environnement. Donc, s'il sait être consolé, s'il s'intéresse à autre chose, s'il communique avec son entourage. Donc ça, c'était l'Evendel de 0 à 7 ans. À partir de 4 ans, on peut malgré tout changer d'échelle et aller vers les visuels analogiques ou les numériques, avec, donc, comme vous voyez sur la dia, les smileys avec, en fonction de leurs émotions. Et quand ils sont plus grands, la numérique, un peu comme les adultes, sauf qu'on la représente sur une réglette et ils savent eux-mêmes mettre le curseur là où ils ont formal ou pas. Donc il faut user de la distraction, de chant, de vidéo, aider avec les parents quand ceux-ci arrivent à gérer aussi leurs propres émotions et ne sont pas trop impactés par la situation. Communication thérapeutique, l'hypnose, aussi le méopa et l'EMLA.
je vais vous parler un peu du protocole chez l'enfant. Donc, quand l'enfant se présente, et, bon, il évalue sa douleur en dessous de 5. On lui propose soit du paracétamol. Donc, le paracétamol, c'est 15 mg kilo toutes les 6 heures. En dessous d'un an, c'est la moitié de la dose, donc 7,5, avec un maximum de 4 grammes, 80 mg par kilo et par jour. L'INS, l'ibuprofène, c'est 10 mg kilo toutes les 8 heures. Et le kétorolac, c'est 1 mg par kilo en IV, 0,5. Donc en gros, je crois que c'est important de demander le poids de l'enfant. Souvent on demande le poids de l'enfant, mais de peser l'enfant, parce que parfois les poids changent vraiment. Donc on prend le poids de l'enfant. Pour le paracétamol, les INS, si l'enfant pèse 10 kg, on prend la moitié de son poids. Ça correspond à 5 kg. Donc je fais le calcul. Allez, je prends le paracétamol, 15 mg par kilo toutes les 6 heures. L'enfant pèse 10 kg, il me faut 150 mg. Et le paracétamol, il est dosé 30 mg par millilitre, donc il me faut 5 ml. Donc 10 divisé par 2, ça correspond à 5 ml. Voilà, donc c'est facile, mais important de peser les enfants ou de regarder dans les... Souvent, ils viennent avec leur carnet de naissance, avec des poids, donc, parce que les poids varient bien chez les enfants. Voilà. Alors, si on a une douleur au-dessus de 5... Je peux continuer, mais voilà. Important, mais ça c'est plutôt pour la pédiatrie, mais enfin, important de monitoriser l'enfant. Alors, on peut proposer donc, le paracétamol avec donc, toujours la même dose, 15 mg par kilo toutes les 6 heures, et 80 mg, ou alors 80 mg si l'enfant est en dessous d'un an. On parle aussi du fentanyl intranasal. Bon, je vais passer un petit peu l'explication, mais ça, on a dans notre répertoire ce qu'on peut faire. Bien entendu, il faut, si on met du fentanyl, mettre la pince pour contrôler la statue, la fréquence, le score de la douleur bien réévalué. Et l'enfant peut rentrer à domicile 1 heure après la dernière dose. Voilà. La morphine IV, la première dose, c'est important, donc 0,1 mg par kilo avec maximum 6 mg. Et ensuite 0,025 mg par kilo toutes les 5 minutes. Important aussi de contrôle paramètres toutes les 5 minutes. Morphine Peros, c'est 0,5 mg par kilo. Et puis on peut passer à 0,2 mg par kilo. Donc, important aussi chez l'enfant de surveiller la détresse respiratoire. Les seuils de fréquence respiratoire en dessous d'un an, c'est 20 par minute. De 1 an à 5 ans, c'est 15 par minute. Et au-dessus de 6 ans, c'est 10 par minute. Arrêt de la morphine, si il y a un surdosage, évidemment arrêter la morphine, stimuler, oxygéner, appeler le médecin et prendre si nécessaire l'antidote naloxone qu'il faut diluer dans une... les dilutions là on les retrouve dans nos phares, donc là, voilà. Ça pour être sûr d'avoir bien compris, ce sont les seuils en dessous de desquels... surveillants, oui, les surveillants, surveillants, oui. parce que les normes Les normes sont dessus. En dessous d'un an, c'est 30 à 40 minutes, 1 à 5, 24 à 30. Oui, donc si on descend en dessous de ça, Ça, voilà, il il faut ça et ça qui s'inquiète. Oui. Donc en résumé, donc chez l'enfant, le tri chez l'enfant, la douleur en dessous de 5, paracétamol, INS, kétorolax, ça c'est donc le Taradil, une réévaluation dans les 30 minutes. Et un comprimé, ou alors un comprimé de morphine si la douleur est supérieure à 3. On réévalue dans les 30 minutes. Et si la douleur est encore supérieure à 5, c'est un avis médical. Alors, si l'enfant a une douleur supérieure à 5, monitorisé, fréquence cardiaque, saturation. Pour les enfants en pédiatrie, ici, ne demande pas la tension, c'est plus fréquence cardiaque et saturation. Le paracétamol, le fentanyl, la morphine IV, la morphine Peros. On réévalue dans les 30 minutes et si la douleur est toujours présente, il y a un avis médical. Voilà. Alors, on ne parle pas du tout du tramadol. C'est vrai que le tramadol, il est de plus en plus remis en question. Pourquoi? Donc parce qu'il est métabolisé par une protéine hépatique qui est absente chez 7% de la population et c'est un métabolite du tramadol qui est actif. Et donc chez ces gens-là, il n'y a pas de... le tramadol est inefficace.
Et chez donc 3,5 à 6,5%, on a des métaboliseurs ultra rapides qui, eux, avant d'avoir l'effet antidouleur, ils auront tous les effets indésirables du tramadol. Alors c'est aussi un médicament il y a pas mal d'interactions médicamenteuses à connaître, pas mal d'effets secondaires. Donc voilà, on peut se demander s'il ne faut pas oublier le tramadol. Et donc l'alternative, c'est vraiment passer directement à la morphine orale, donc à l'oramorphe en cas de nécessité. Et ceci dit, une question qu'on peut discuter aussi, c'est s'il ne faut pas bannir également les anti-inflammatoires. Là aussi, il y a pas mal d'effets secondaires. Et apparemment, il y a quelques études qui commencent à sortir et qui disent que l'association paracétamol anti-inflammatoire n'est pas plus efficace que le paracétamol seul, et qu'entre les deux, le paracétamol serait plus efficace qu'un anti-inflammatoire. Donc voilà, ça il faudra surveiller, mais enfin, c'est pas exclu qu'un jour on bannisse aussi les anti-inflammatoires. Sauf, petit rappel, dans la colique néphrétique, là c'est vraiment le Taradil en premier choix. Et voilà, on espère comme ça vaincre la douleur. J'ai juste une petite question. Au niveau des nausées, qu'est-ce que vous pensez de l'ondansetron Perroche chez les enfants entre 0,10 et 0,20 mg/kg Pour les Quand tu as nausées des chez nausées, l'enfant. par exemple, Oui. liées soit à la douleur ou bien soit aux antidouleurs, de l'ondansetron Perroche entre 0,10 et 0,20 mg/kg en Perroche chez les enfants, comme ça vous prend en pédiatrie, est-ce que vous pensez que ça a sa place ou pas? C'est vrai que nous, chez nous, on n'a pas, ils nous en pédiatrie. Si, il y a de l'ondansetron. Je peux dire que ça marche très bien. Oui. Et ils le font d'office. Oui, ça marche bien. Ça marche vraiment Ouais, bien. J'ai encore eu le cas ici avec une dame qui avait bu, qui donne son Perros, c'est vraiment miraculeux. D'accord. C'est pas bon, donc généralement on met ça dans une petite seringue parce qu'il n'y a pas grand chose comme quantité à utiliser. Avec un peu de grenadine pur, ça passe tout seul et ça les soulage. J'avais donné ça pour Rémi. C'est vrai que moi j'ai bien lu là-dessus, mais c'est vrai qu'on pourrait faire partie du protocole. Bah oui, parce que si nausée, ça mange pas de pain. Il faut juste puiser avec une petite seringue style intranasale parce que les doses sont vraiment pas données 2 ml, encore 2 ml, ils sont pas et on tape entre 0,10 et 0,20 mg/kg. Souvent on met à 0,15 si on a une petite réserve. Et ça marche vraiment bien. Et alors, le Ramorph, on va en avoir ici ou Mais il n'est pas au formulaire, mais apparemment, mais on peut en avoir. En tout cas, il y a des services en gériatrie, ils en ont, enfin, on peut en demander. Je pense que même si on ne met pas le protocole tout de suite en pratique, je pense que ce serait peut-être intéressant déjà d'avoir de l'Oramorph et de... Et vous en avez peut-être pas une Néopard, ça a lieu. Écoute, mais moi je voulais poser une question. Je t'interromps, parce qu'il n'y a pas d'ocytose et compagnie, je sais qu'on utilise énormément de Néopard comme effet antidouleur. Est-ce que ça a lieu d'être dans des douleurs un peu aiguës sur ça? Moi, j'avais posé à Félix, je voulais te poser la question parce que toi, tu avais eu un retour sur les coliques néphrétiques, l'utilisation du Méopa. Et Ton micro est éteint, Ouais. Félix. Non. Ton micro est éteint. Ouais. Alors, j'ai eu des... Il faut te taire maintenant. Alors, j'ai eu des retours. J'ai pas eu des retours. En réalité, c'est quelque chose qu'on a essayé pendant 2-3 mois à Saint-Luc, avec quelques infirmiers qui acceptaient de changer les pratiques. Et honnêtement, je peux que vous encourager à l'essayer avant qu'on le mette dans le protocole. Mettre les gens sous colique néphrétique, sous Méopa d'emblée, pendant que vous les piquez, pendant que vous préparez les médocs et tout ça. Et franchement, c'est assez formidable parce qu'avant que la moitié du paracétamol ait eu le temps de couler, eh bien, ils sont déjà franchement soulagés et apaisés. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est tiré de science ou de protocole. Le Méopa est inoffensif. On l'a essayé et on s'est rendu compte que comme il y a une grosse dimension d'agitation, voilà, de panique un peu dans la crise de colique néphrétique hyperalgique, et ben ça marche vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement, mais juste 5-10 minutes, le temps de piquer, vous serez plus à l'aise pour piquer, le patient sera plus confortable et il sera plus satisfait. Mais ça ne fait pas partie du protocole officiel à Saint-Luc, hein. C'est juste quelques infirmiers et quelques médecins qui font ça parce qu'ils aiment bien. Merci. Et donc, petit rappel, donc pour la colique néphrétique, j'entends encore souvent qu'on prescrit Dafalgan, Tradonal à l'arrivée du patient. Mais donc ça, c'est
voilà, c'est vraiment le premier choix, c'est vraiment le Taradil et c'est 3 ampoules en intraveineux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus Et efficace. du Scopan aussi, ou ce genre de choses? Pas Du d'entrée. Scopan, non, enfin, voilà, ça ne sert à rien, c'est plus... Le Buscopan, il est vraiment sorti de la Et, pratique. ouais, voilà. Dites, moi j'avais 2, 3 petites questions. Vous l'avez peut-être dit au début, mais sur quoi vous vous êtes basé pour tout ça? C'était sur les nouvelles recommandations de l'EUSEM ou bien simplement vos lectures? Anne, t'avais pas été à un congrès de douleur récemment? Je me souviens plus. Ouais, pas récemment, c'est plus sur un protocole qui a été mis en place à Genève, aux hôpitaux universitaires de Genève, que j'ai repris, et alors de la discussion, de la lecture à côté. Quoi. Ok. Et alors, sur le... Donc, moi, je me dis que je suis vraiment archi pour bannir le Tradonal et passer directement au morphinique Péros, mais là où ça coince, c'est le relais à domicile. Est-ce que, parce que nous, on va devoir prescrire une antalgie après au domicile. Est-ce qu'on prescrit alors de manière beaucoup plus décomplexée de l'oxynorme au domicile? Ou est-ce que là, à ce moment-là, le Tradonal garde sa place? C'est ça qui est un peu difficile, je trouve. Parce que si on bannit le Tradonal et qu'on n'a plus que du palier 1 et du palier 3, en fait, quelles sont nos armes au domicile pour ça? Et ici, donc, le but, c'était vraiment de mettre en place un protocole au tri, donc c'est vrai que j'ai pas... Enfin, voilà, on n'a pas approfondi, ne fût-ce Je que comprends même bien dans que je le suis à côté du service. sujet, hein. C'est une question à côté du sujet, mais c'est une question sur les antalgiques d'une manière générale, quoi. Si on trouve que le Tradonal est à déconseiller à l'hôpital, il est probablement à déconseiller à domicile aussi. Alors qu'est-ce qu'on a comme option, quoi? Parce qu'on le prescrit quand même énormément, Ouais. énormément. Maintenant, je pense qu'on peut interroger les patients, hein, et s'ils ont déjà pris du Tradonal et que ça a bien fonctionné pour eux, voilà, je pense qu'il n'y a aucun problème à le represcrire à domicile. Mais et il y a beaucoup de gens d'ailleurs d'emblée qui disent ah ben non, moi je supporte pas. Ouais. Bon, à ce moment-là, on sait quoi. Mais oui, vrai que et c'est alors, pas- à Saint-Luc, dans le protocole de douleur, si les gens ont, le mal des transports, apparemment, quand les gens qui ont le mal des transports, il y a 99% de chances qu'ils soient hyper réactifs au Tradonal. Ah, Il semblerait qu'il y ait une corrélation très forte entre le mal des transports et l'intolérance au Tradonal. Et d'ailleurs, dans le protocole, si on donne du Tradonal à Saint-Luc, ce qui est rare dans les protocoles, mais ce qui est encore beaucoup donné malgré tout, eh bien, on ne met du Litican avec que si les gens sont déjà nauséeux ou ont le mal du transport. Donc, c'est ça la question à poser. Et par contre, tu dis à bannir point d'interrogation, mais donc vraiment, il faudrait se demander si on doit même encore en avoir en salle d'urgence, parce que si on décide de changer une habitude aussi fortement ancrée que l'utilisation du Tradonal en salle d'urgence, comme tous les changements, c'est difficile et comme toutes les dépendances, parce qu'on est dépendant à ce médicament un peu en tant que soignant, eh bien voilà, un alcoolique qui a une bouteille de vin dans le frigo, ça tient pas fort longtemps. Est-ce qu'on ne doit pas carrément l'enlever de notre armoire? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Dans un premier temps, il faudrait peut-être rajouter leur amorphe. Ah ouais. Et à ce moment-là, je pense que ce sera plus facile d'avoir quelque chose de... Je dis ça parce qu'à Saint-Luc, on a mis en place un protocole où au tri, il n'y a certainement pas de Tradonal qui est proposé. Et pourtant, à mon avis, 9 patients sur 10 en reçoivent quand même. Donc il y a vraiment les habitudes, on l'a dent dure, on le sait bien. Et voilà, maintenant, je crois que dans notre équipe, enfin, c'est pas les mêmes équipes. Voilà, mais au tri, pas de Tradonal en tout cas. C'est ça. Voilà, dans la petite pharmacie de tri, vous ne mettriez pas du tout de Tradonal. Non. Génial. Et l'autre point de discussion, c'est Oramorph ou Sufinta intranasal. C'est vrai que le Sufinta agit plus rapidement, mais bon, au niveau infirmier, voilà, la préparation, c'est plus, voilà, c'est un peu plus long. Et c'est vrai qu'il y a voilà, plus d'effets secondaires. Donc Ouais, là aussi, si on met la morphine aussitôt dans le protocole avec une EVA au-dessus de 5 ou bien une EVA au-dessus de 3, 45 minutes après antalgie, on va pas mettre du Sufinta intranasal à chaque fois, hein, c'est clair. Parce que les gens ont un peu plus de secondaires et surtout parce que ça coûte vraiment très cher, hein, le Sufinta forte. C'est quand même une molécule assez chère.
comme l'ondancétron d'ailleurs, hein, un comprimé d'ondancétron, si c'est en comprimé, en IV c'est encore plus cher. Un comprimé d'ondancétron, c'est 5 €, hein, le comprimé. Donc si on met ça dans un systématisme de toutes les nausées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne fait pas partie des protocoles, sinon c'est le meilleur médicament, ça c'est clair. Et beaucoup plus la efficace. surveillance après la morphine Perros. J'avais une question aussi par La rapport. le temps de surveillance, enfin, quelle surveillance après la morphine Une Perros? demi-heure. Sous monito? Normalement, Parce que ça aussi, hein. Normalement, Parce C'est que l'autre le problème, question. c'est que ça au tri, il faut que tu sois aies la garantie. Parce que des EVA au-dessus de 5, c'est quasiment tous. Il y en a pas un qui va dire j'ai 4 ou j'ai 3. Enfin voilà. Donc c'est bien voir, évaluer la douleur et savoir, parce que au tri, on sait bien si on donne du sulfate intranasal, on va devoir le monitoriser, on va Et devoir coucher. et le coucher. Couché. Voilà, il faudrait essayer avec la morphine Perros et voir si on peut se permettre avec la morphine Perros de le remettre en salle d'attente après. Parce que si on imagine on n'a pas de place et on va se retenir de donner la morphine Perros parce qu'on ne sait pas l'installer, savoir quoi. Enfin, ma question c'était justement ça, Gaëtan, c'était de voir ce qu'on fait du patient après le tri, parce que le tri, a priori, il est dans un local autre, donc qu'est-ce qu'on fait du patient? Si on lui met du sulfate intranasal, on le met, et même par rapport aux morphines titrées IV, et même si je pense qu'on va devoir y arriver, voir au niveau de la surveillance des patients après, parce que bon, il y a quand même une réévaluation, il y a quand même un monitoring, donc au niveau place, on est limité. Au niveau transfert par rapport aux examens de radio, etc., il faut quand même qu'on n'ait pas une petite mamie, enfin, ou même un jeune qui nous fasse un arrêt respi dans le couloir de la radio parce qu'il sera tout seul. Et puis après, il y a le délai par rapport à la montée dans les étages, parce que ben, voilà, vous dites bien qu'il faut 2 heures après la dernière dose. Et qu'en est-il par rapport à un retour à domicile? Parce qu'il y a des gens, des douleurs abdo chez qui qui ont des EVA soi-disant à 8-9 et qu'on va laisser rentrer à domicile en fait au bout du compte, parce que bah, tout le monde sait que l'EVA, il y a une part subjective. Alors quand on lit les trucs, on nous dit qu'il faut croire la douleur du patient. Donc voilà, est-ce qu'on ne va pas parfois peut-être se retrouver avec de la morphine IV et des patients qu'on va devoir garder pour un délai XY? Enfin voilà, je pense que le protocole ne me dérange absolument pas, mais je pense qu'il va peut-être falloir quand même réorganiser et quand même penser à ça dans notre pratique aussi. Il faut être vigilant par rapport à ce la mise au point, t'en as de toute façon pour 2 heures. Oui, mais le problème c'est que après, au bout de 2 heures, parfois il y en a qui ont de nouveau mal, tu vois. Alors voilà, c'est à voir. Après, je suppose que l'évolution de ton protocole de tri, ben, il sera sur la vie médicale, on passera peut-être à autre chose. Mais je me dis, tout ça, c'est des choses qu'il faudra prendre en compte quand même aussi dans le protocole. Maintenant, et par rapport tout au transfert vers la radio, tout ça, on n'est pas toujours dépendant de savoir quand ils vont venir chercher le patient pour un scan ou pour les radios, un col, un trauma, un machin. Voilà, on n'est pas responsable de tous les facteurs. Donc voilà, c'est juste ça que je me disais qu'il faut y réfléchir. Est-ce qu'il ne serait déjà pas intéressant de scinder les douleurs traumatiques des non traumatiques, par exemple? Ben ça, je pense que ça l'est un peu fait avec, en disant que les petits, tout ce qui est traumato, tout ça, on va pas trop vite. Oui, garder du bon sens. Oui, mais voilà, le bon sens reste, voilà, au cas par cas et individu et personne dépendant. Si tu écris un protocole et que tu as des gens procédurés, vont suivre le protocole. Peut-être, voilà, au niveau des douleurs traumatiques, peut-être attendre un peu avant de lancer les morphines. De se donner un palier supplémentaire avant de lancer un morphinique, quoi. Mais d'une manière générale, hein, l'utilisation des protocoles douleur au tri, elle est sous-utilisée. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur. La surentalgie est quand même quelque chose qui existe presque pas en salle d'urgence, tandis que la sous-entalgie, elle existe beaucoup. Donc moi, je suis archi pour se décomplexer des morphiniques. Je ne sais pas dans votre pratique combien de patients à qui vous avez titré la morphine, vous avez dû mettre de l'analoxone ou intubé, mais en pratique, on a quand même rarement des patients qu'on sédate avec des petites doses de morphine IV ou des tradonal IV ou Perros. Donc voilà, moi je ne crois pas que la surveillance après un 5 mg ou 10 mg d'Oramorph soit vraiment la surveillance monitorisée, soit nécessaire, franchement. Ça me semble complètement démesuré parce que c'est un protocole qui est alors infaisable. Parce que monitoriser tous les gens qui ont une EVA à plus de 5, alors du coup, on va avoir comme effet pervers
de sous-évaluer, d'un peu pas entendre la douleur du patient, pas tout à fait appliquer le protocole parce que ce sera trop contraignant. Donc voilà. Mais honnêtement, combien de personnes vous avez dû mettre de l'analoxone parce que vous l'aviez surdosé en morphinique? Ça arrive juste jamais, hein. Morphine, c'est le médicament, un des médicaments les plus sûrs connus parce qu'on connaît ses effets secondaires qui sont extrêmement faciles. C'est je m'endors, ok. Et on connaît donc très facile à surveiller aussi. Et voilà, par exemple, chez le patient gériatrique, le premier choix, c'est la morphine. Et ça, c'est acquis depuis longtemps, au-dessus de 75 ans. Pas de tradonal, pas de dipidolore, pas de codéine. Parce que ça, c'est des trucs dont les effets peuvent être très variables du métabolisme. Mais la morphine, c'est archi simple à utiliser. Donc franchement, moi, je pense que votre protocole est super bon. Mais le côté surveillance, moi, dans un petit service comme le nôtre, c'est infaisable. Il faut... Je pense quand même que quand tu la mets IV, enfin, sans en arriver à l'analoxone, moi j'ai quand même parfois dû mettre un petit peu d'oxygène. Hein. Oui, mais ça, t'es dans quelqu'un quelqu'un qui arrive très mal, qui va être installé couché et monitorisé, ça c'est clair, hein, quand tu mets des grosses doses IV, oui. Mais je te parle de la morphine Péros. Ah ouais, Dès qu'on met de la morphine Péros, on doit monitoriser, voilà. Après, les enfants, le problème, c'est que ils ont le contre-coup adrénergique, tu leur donnes de l'oramorphe et ils vont avoir tendance à s'assoupir et à s'endormir. Mais voilà, et donc là, peut-être qu'il faut être un petit peu plus prudent, mais... Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu de patient intoxiqué à la morphine chez nous. Vomissant, oui, ça oui. Mais voilà, donc l'oramorphe 5 mg ou 10 mg, les médecins traitants, ils prescrivent ça tous les jours, hein. Ils balancent des patchs de fentanyl. Ils utilisent la morphine beaucoup plus que nous. Et nous, on est dans un environnement où on a un œil dessus. Donc, honnêtement, je crois que l'aspect surveillance, on doit lever un peu le truc pour la morphine Péros. Ou en tout cas trouver peut-être les moyens de sélectionner les quelques patients à vraiment monitoriser, mais pas ce principe-là d'office. Enfin, c'est mon avis, hein, je ne sais pas le vôtre. C'est sûr que quand on met du tradonal IV, on ne monitorise pas d'office, alors que c'est l'équivalent à peu près de 10 mg de morphine. C'est à peu près l'équivalent. Donc, je pense aussi que l'oramorphe, enfin, voilà, je vais relire là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas besoin de monitoring. On n'en met pas, hein, on n'a pas chez l'adulte de On monitoring. donne des tickets, puis les gens allaient en salle d'attente directement, et ces petites pipettes, ça va Et faire le sucre intranasal, c'est plus embêtant. Le sulfate À l'étage, ils utilisent des morphiniques, hein, faut pas croire, hein, c'est pas un médicament hallucinant d'anesthésiste. le sulfate intranasal, il faudrait peut-être le mettre sur avis médical, en fait. Ouais. Mais enfin bon, à l'étage, ils font pas tout bien non plus. Hein. Ou alors dans la suite, Ouais, mais bon, une fois que utiliser le des patient est antalgiques, installé, voilà. voilà, pas au tri. Ouais. Donc ce que Gaëtan propose, c'est d'enlever le sulfate intranasal du protocole du tri. En fait. Après, il peut garder sa place après dans la suite du parcours du patient. Ou alors le laisser, mais sur avis médical. Avis médical, ouais. Bah, pour le patient hyperalgique, on va d'emblée peut-être mettre plus fort, changer un peu. Là, on parle du protocole de tri, voilà pour 90% des patients. Pour 10% des patients hyperalgiques, alors oui, avis médical et on peut envisager le sulfate intranasal. De toute façon, si tu respectes l'échelle de tri, Oui. un patient hyperalgique, ça devient prioritaire et il va être couché. Tout à fait, Ouais, les patients, tout à fait, ouais. Si on met ça en parallèle avec l'échelle de tri, quoi. Et alors, est-ce qu'on peut commander des réglettes visio-analogiques? Ça se commande quelque part? Ouais, ça, je pense, il faut, on avait déjà eu toute une série. il faut regarder, mais il y a moyen d'en commander. Ouais, je ne sais plus où UPSA, je crois qu'il fait ça, ou enfin chez UPSA, on peut demander ça. Et alors, morphine sirop ou je connais pas bien les formes là. Saint-Luc, on utilise du sirop de morphine, mais pour la forme, il faut voir quel médicament on veut. Est-ce qu'on veut de l'oxycodone ou de la morphine sous forme d'oramorphe? Tu conseilles quoi, toi? Ah non, si, L'oramorphe, ça on peut l'avoir, ça on peut en avoir. Maintenant pour les enfants, oui, on va se renseigner à la pharmacie pour voir l'avoir en sirop. ça marche très bien. Et alors, si on utilise ça volontiers, on aura probablement envie de proposer des trucs de sédation. Par exemple, Saint-Luc, il y a un protocole de sédation pour réduire des fractures et tout, hein, chez l'enfant, qui est morphine, sirop et méopa. Et c'est incroyable, ça marche hyper bien.
Donc là aussi, on creusera un jour peut-être, si on a l'habitude de cette morphine sirop chez l'enfant, on sera peut-être enclin à proposer des sédations légères avec morphine mais au pas pour certains gestes en salle Et quand d'urgence. on aura notre salle de procédure. Mais ouais, notre salle d'op quasiment. notre salle- Merci beaucoup en tout cas. Moi j'ai trouvé ça super. Et la codéine, vous n'en avez pas parlé, mais 0 place, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Là, on avait déjà renvoyé le dafalgan codéine à la pharmacie, je crois, Gaëtan, non? Non, on en a toujours ici. On en a qui m'ont recommandé. C'est vrai? Moi je pense qu'il faut le balancer, hein. Enfin il faut le renvoyer et le sortir de notre armoire, non? Ouais, ok. Et alors j'ai une autre question, Félix. Le Suffinta Forte arrive à péremption aujourd'hui. Question de la pharmacie, est-ce qu'on garde 20 ampoules ou est-ce qu'on diminue notre stock? Alors moi je vous encourage, si c'est périmé aujourd'hui, à tous essayer, parce que vraiment c'est super. Mais je pense qu'on peut diminuer un peu le stock, il faut voir l'utilisation qu'on a, mais on n'a jamais été à court, donc on peut certainement diminuer le stock. On diminue à 10? On diminue à 10. Et alors concrètement, comment on fait pour décider on met un stock de ramorphe d'emblée, on attend d'officialiser le protocole, ou on se le procure, on commence demain? Qu'est-ce que... Je pense que ce serait pas mal de déjà commencer, oui. Mais ça, il faudra une prescription hein, pour ça, parce que moi je peux pas dire je commande de l'Euramorph comme ça, il faut une prescription médicale. Hein. Et qu'on décide quel stock et tout ça. Quel stock on a, et voilà. Écoute, on regarde à ça. Anne, t'es là toi aujourd'hui? Oui. Bah, peut-être tu peux faire une ordonnance d'Euramorph et puis on l'aura dans le courant de la semaine. Mais il faut quand même qu'on édite au moins un petit guide des doses, enfin une petite feuille sur les doses à utiliser. Et on essaye déjà de passer un peu du Tradonal à l'Euramorph et voilà. Sauf si vous préférez que ce soit plus codifié et qu'on attende de mettre en place le tri, mais je crois qu'il n'y a pas de raison hein, sur ce que vous avez dit. On peut remplacer. Non, parce que de toute façon, mettre en place le tri, on ne fera pas ça avant 1 an et demi. Donc c'est dommage d'attendre 1 an et demi pour soulager les gens. Quoi. Bien alors, si on se met l'objectif pour que maximum le 15 février, on commence avec l'Euramorph, comme ça on a le temps de renvoyer un mail d'explication, les gens ont le temps de regarder cette vidéo et on commence au 15 février. Ça vous semble jouable, ça, de commander tout ça d'ici là? Oui. Génial. Et alors, Félix, on en avait déjà discuté, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours dans l'antalgie. Est-ce qu'on ne commanderait pas les kits de 5 ampoules de Suffinta pour faire les coups sereins comme à l'USI quand c'est nécessaire? Si. On en avait discuté, ça. Et alors hier, on s'est aussi rendu compte que le stock d'Isuprel ne permettait pas de faire une seule pompe selon les dilutions soins intensifs. Il n'y a que 4 ampoules d'Isuprel et on en a besoin de 5 pour faire la même pompe que les soins intensifs. Il faudrait qu'en stock, on en ait un peu plus. Mais ça, c'est tout à fait hors sujet. Mais ça, je peux le mettre. Quand tu parlais des pousses, là, il y en a un qui rajoute des catapressants, tout ça, potentiel des effets antidouleurs, parce que ça a sa place. Pas dans un protocole le tri. tri, hein, Non, pas grave. Ici, on est sur le protocole tri. Hein, Et bien sûr, l'antalgie du patient sévère, c'est polymodal. Hein, donc, sur les avis médicaux, nous, on pourra une fois se pencher sur l'antalgie médicale, peut-être avec un anesthésiste un peu jeune et innovant, pour voir. Mais oui, polymodal, catapressant, morphine, ce genre de choses, kétamine aussi, et tout ça, mais pas au tri, quoi, a priori. Une torsion testiculaire qui va partir en salle. J'ai une autre availle qui est lucide d'épaule et une oblique pulmonaire qui est en train de s'installer. Tout mal, c'est dur, tout mal. Et c'est pas. C'était Mais non, parce que ça, c'est ce que je dois renvoyer à l'énergie. Ok. Ok, merci.